Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Caroline Roux. En effet, Yannick Jadot sera donc le candidat de l'écologie pour cette présidentielle. Est-ce que c'est la victoire d'une écologie raisonnable ? Dans cette primaire des écologistes, il y avait au deuxième tour finalement deux conceptions de l'écologie qui s'affrontaient, qui ont permis d'ailleurs une confrontation d'idées assez nette dans les débats. D'un côté, une écologie que je qualifierais d'accompagnement. Celle de Jadot ? Yannick Jadot, et de l'autre une écologie de rupture dont nous avions dit d'ailleurs que nous nous en sentions plus proches avec Sandrine Rousseau. Yannick Jadot a gagné cette primaire d'une courte tête, mais il l'a gagnée, il faut donc l'en féliciter. J'espère que sur certains sujets, on aura l'occasion de labourer dans le même sens. Pour le reste, Caroline Roux, vous le savez, nos différences, elles sont connues sur notre conception de l'écologie, sur les questions sociales, qui ont été, je le regrette, parfois peu abordées dans cette primaire. Heureusement que Sandrine Rousseau était là pour en parler. Mais Yannick Jadot, c'est en effet celui qui est allé vanter le capitalisme européen devant l'université d'été du MEDEF. C'est l'écologie de droite. J'irai pas jusqu'à dire une écologie de droite, mais disons les choses clairement, il nous faut une écologie de rupture. Voilà, on n'a plus le temps d'attendre. Ce que l'on aurait pu faire tranquillement en 30 ans, il va falloir le faire maintenant vite et fort. On va y Jean-Luc venir sur la Mélenchon, radicalité. lui, porte la planification écologique, c'est-à-dire mettre tout le système économique, faire bifurquer l'économie pour relever ce grand défi. Avec une proposition simple, ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer en un an. C'est un défi technique considérable, c'est la règle verte. 83% des Français y sont favorables. Et voilà, on va y venir sur les propositions, Adrien Quatennens. Juste un mot rapidement, on ne vient pas pour témoigner, mais pour gagner. Voilà ce qu'a dit Yannick Jadot. Vous pensez que l'écologie peut être la force d'entraînement de la gauche ? Incontestablement, l'écologie, aujourd'hui, elle est présente dans toutes les têtes et dans toutes les formations Incarnée politiques. donc par les écolos eux-mêmes. Mais si vous voulez, encore une fois, il y a des désaccords qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Considérer qu'on pourra mettre ça de côté. Par exemple, si on veut investir massivement dans le ferroviaire, si on veut reconstituer certains monopoles publics, je pense par exemple au monopole de l'énergie, pour pouvoir véritablement faire la bifurcation écologique, c'est en contradiction avec les actuels traités européens. Je n'entends pas que M. Jadot a l'intention de les remettre en cause. Ce que je dis surtout, Caroline Roux, c'est que la dernière présidentielle, en 2017, le candidat qui a porté au plus haut l'écologie politique, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec près de 20%. Il s'était rangé, Yannick Jadot, et aujourd'hui, ce que l'on derrière voit, le candidat socialiste. Il ne le fera pas cette fois-ci. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, Caroline Roux, c'est qu'à l'heure où on se parle, Jean-Luc Mélenchon est à portée du second tour. Le second tour est à portée de doigt avec Jean-Luc Mélenchon. On va en parler des sondages parce que vous n'êtes pas les seuls peut-être à portée du second tour. Mais vous avez parlé de l'énergie. C'est un sujet qui concerne tous les gens qui vous regardent ce matin. Vous reconnaissez quand même qu'il est au double dans les sondages du niveau de M. Jadot. Ça appelle à la responsabilité quand même. Moi, en fait, les sondages, vous voulez toujours en parler quand ils sont bons. Non, mais c'est alors, normal. Vous savez quoi, en attendant, 2022, c'est pas pour témoigner. Je le dis parce qu'il y en a certains gauches, je pense, qui finalement prennent un ticket pour le coup d'après, pensent qu'on va pouvoir attendre. Non, c'est maintenant en 2022. Donc je dis à toutes celles et ceux qui veulent d'une écologie de rupture, regroupez-vous tout de suite sans attendre derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On va en reparler, je vous assure, des sondages, et on parlera aussi d'Éric Zemmour qui a pris quelques points après le sondage et après le débat que Jean-Luc Mélenchon a conduit avec lui. L'augmentation des prix de l'énergie frappe les Français au portefeuille. Le gouvernement veut aller au-delà du chèque énergie. Vous souhaitez bloquer les prix sur l'énergie. Que pensez-vous de ce que fait par exemple l'Espagne, divisée par de la TVA, imposer aux entreprises de l'énergie une contribution exceptionnelle sur leurs bénéfices ? Il y a de bonnes idées, notamment sur la TVA. Moi, je pense qu'on devrait même pouvoir aller, pourquoi pas, à une TVA à 0% sur des produits de première nécessité et l'augmenter sur des produits de grand luxe. Non, mais regardez, cette information, cette hausse des prix arrive dans un contexte où, on le sait déjà, un tiers des Français ont du mal à payer leur loyer. Vous avez un Français sur 5 qui déclare devoir sauter un repas pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de mois. Donc on a une situation d'urgence sociale. On a eu là plus 12% au mois d'octobre, mais avant 8% le mois précédent, 5% en août, 10% au mois de juillet. Et Caroline Roux notait ça depuis l'ouverture des marchés à la concurrence sur l'énergie, qui avait été d'ailleurs justifiée en disant magiquement la concurrence fera baisser les prix. La facture de gaz a pris 80%. Donc c'est insoutenable. C'est un mouvement mondial, ce qui est en train de se passer sur l'énergie. C'est un mouvement mondial, mais c'est surtout dû au fait que maintenant on s'en remet intégralement au marché. J'attire votre attention sur le fait que par ailleurs, les principaux fournisseurs d'énergie viennent de distribuer 9,55 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Juste un instant, si on avait retenu 10% de ces dividendes, on aurait pu verser 273 € à chacun des 3,5 millions de ménages qui sont en précarité énergétique. Adrien Quatennens, vous dites qu'il ne faut pas s'en remettre au marché. Typiquement, le secteur de l'énergie est un secteur qui est vraiment indexé sur les coûts des marchés. Comment est-ce qu'on s'extrait de Il y a plusieurs choses à faire. D'abord, la première, marché. comme on a su le faire par le passé, comme une loi le permettait jusqu'à la moitié des années 80, c'est bloquer les prix, en effet, les prix des produits de première nécessité, pour faire en sorte de soulager les Français. Ensuite, c'est de dire aussi que sur des biens de première nécessité, on pourrait imaginer une forme de gratuité des premières quantités. C'est le cas pour l'électricité, pour le gaz.
Jean-Luc Mélenchon a proposé aussi que ce soit le cas pour l'eau. Par exemple, que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits pour toutes et tous, et que par une tarification progressive, en quelque sorte, l'eau qui sert à remplir sa piscine, on ne va pas l'empêcher, mais on la taxe plus. Ben voilà, elle permettrait de financer l'eau qui sert à toutes et tous. Voilà. Et ensuite, c'est surtout de soulager la situation des revenus, parce qu'aujourd'hui, trop de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'il ne faut pas accepter, au fond, c'est ce que disait Sandrine Rousseau, vous avez fait l'apologie à l'instant, d'augmenter les prix de l'énergie. Elle dit, Sandrine Rousseau, il faut augmenter les prix des carburants. Mais ça ne peut se faire qu'à la condition que vous ayez des alternatives qui soient proposées aux Français, par exemple, pour se déplacer, et surtout que la question des revenus soit solutionnée. En effet, Caroline Roux, si vous augmentez, par exemple, les salaires des personnes qui sont avec des bas revenus, mécaniquement, ce qui va se passer, c'est pas que les gens vont faire des tas, aller spéculer sur les marchés ou faire des économies. Ils vont réinjecter ça dans le circuit économique, notamment par de meilleures consommations. Songez à l'alimentation. De meilleures rémunérations, c'est de meilleurs choix alimentaires. C'est aussi une capacité à mieux rémunérer les producteurs. Voilà, en effet, donc c'est vertueux d'augmenter les salaires, de faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté, ou alors, comme nous le proposons, qu'aucune pension de retraite pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC. Voilà, alors, il y a une situation d'urgence sociale. Il y a la situation de l'énergie, il y a la situation du pouvoir d'achat. En cette entrée, il y a aussi la problématique autour de l'immigration. Marine Le Pen veut proposer un référendum pour inscrire dans la Constitution la maîtrise de l'immigration, la priorité nationale. Ce matin et hier matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la France va être divisée par 2 l'octroi des visas délivrés pour l'Algérie, le Maroc, 30% pour la Tunisie, pour réagir au manque de laissez-passer consulaires qui permettent l'expulsion au retour dans les pays de clandestins. Ça, vous êtes favorable à une mesure comme celle-ci ? Il ne faut pas tout confondre. Je crois que là, on paye le fait que le gouvernement a été incapable de succès diplomatique. Quand M. Darmanin ou M. Dupond-Moretti sont allés en voyage au Maghreb, ils sont revenus en se félicitant du fait qu'enfin, ils avaient obtenu un accord avec les pays concernés. Aujourd'hui, les visas, l'octroi de visas, ça répond à du droit. Il faut un certain nombre de conditions. Je ne vois pas pourquoi ce seraient les personnes qui demandent des visas qui auraient à payer les échecs de la diplomatie française. Ça n'a aucun rapport, si vous voulez. C'est une pression sur les pays qui devraient accueillir les ressortissants. Oui, mais c'est une pression qui va en l'occurrence reposer quasi exclusivement sur les personnes qui sont en demande de visa. C'est pas la même méthode. Mais bien sûr que non. Mais ça montre surtout l'échec diplomatique de la France. Et sur le référendum, sur la Constitution voulue par Marine Le Pen ? Il n'est pas étonnant que Marine Le Pen, qui est en perte de dynamique, qui a perdu 10 points depuis le mois de juin dans les sondages, se mette à courir derrière M. Zemmour. Et d'ailleurs, il est fort probable que dans les semaines et les mois à venir, on va la voir reprendre les accents de son papa, qu'elle avait un peu abandonné, en mettant ses thèmes et en les exacerbant de partout. Moi, je veux dire une chose très claire aux Français, c'est qu'il y a une espèce de bulle médiatique sur ces sujets. Est-ce que les Français ont sincèrement l'impression... Sur Éric Zemmour ou sur l'immigration ? Sur l'immigration. Est-ce qu'on a l'impression, franchement, que la France est à feu et à sang, submergée par une vague migratoire? Non, ça n'est pas vrai. Juste un chiffre, Caroline Roux, parce que vous savez que M. Zemmour parle beaucoup du grand remplacement. Alors moi, j'ai regardé les chiffres dans le détail. Si vous prenez les immigrés de la première génération, maghrébins et africains, que vous y ajoutez leurs descendants, enfants et petits-enfants, ça représente seulement 12% de la population. Et selon le démographe Hervé Lebras, ce sera 22% en 2100. Donc il n'y a pas de grand remplacement. Sur les 275 000 entrées qu'il y a eu en 2019 sur notre territoire, vous avez un tiers de ces gens qui sont des étudiants et la moitié repartent dans les 2 ans. Donc première chose, dire que nous n'avons pas l'intention de nous laisser voler le débat de l'élection présidentielle. La fonction précise de M. Zemmour et de Mme Le Pen dans cette campagne, c'est que quand vous regardez M. Zemmour qui, comme M. Macron, dit qu'il faut augmenter l'âge de départ à la retraite, Mme Le Pen qui, comme M. Macron, dit qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Oui, mais juste une chose. Non, mais non, à un moment donné, il va falloir quand même que je vous pose des questions. Est-ce que vous regrettez d'avoir conduit ce débat face à Éric Zemmour ? Juste, pardonnez-moi, je termine. Au fond, si ça avait marché, il aurait perdu des points dans les sondages, Éric Zemmour. Il en a pris depuis ce débat. Alors d'abord, premièrement, il n'avait pas besoin de ce débat pour faire la publicité. Et je crois que M. Macron... Ça n'a pas cassé la dynamique, c'était pas ça le but. Mais en tout cas, il fallait une confrontation nette sur les idées pour faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est une intoxication. Que M. Zemmour, comme Mme Le Pen... À l'heure où les Français ont des causes communes sur les salaires, sur le pouvoir d'achat, vous instillez le poison de la division entre la couleur de peau, la religion ou que sais-je. Madame Caroline Roux, ce n'est pas les migrants dans ce pays qui ont fermé les usines ou qui ont fait en sorte que le pouvoir d'achat soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut le dire vraiment aux Français, ces gens-là font diversion avec ce qu'ils proposent, avec des contre-vérités historiques comme celles que M. Zemmour dit sur Vichy. M. Zemmour, c'est celui qui dit par exemple que l'avortement doit être réservé aux cas de force majeure. C'est ça que vous voulez pour la France ? Vous voulez parler des sondages ? On va en parler. Malgré tout, il y a une dynamique. Il a pris des points depuis le débat aussi que Jean-Luc Mélenchon a conduit contre lui. C'est une dynamique qui repose sur quoi, à votre avis ? Les Français qui disent « je vais voter Éric Zemmour », vous leur dites quoi ce matin ? Mais je pense que beaucoup de Français cherchent en effet des réponses à une situation de difficulté et que quand vous avez cette espèce d'emballement médiatique sur la question de l'immigration, on finit par croire que c'est la seule réponse. Vous savez, M. Macron, il a créé M. Zemmour. Il a envoyé rien de moins que 9 ministres
débattre avec lui à domicile sur CNews. Ce sont les mêmes qui nous disent qu'on n'aurait pas dû débattre avec lui. Si enfin quelqu'un de sérieux, Jean-Luc Mélenchon, s'est opposé à M. Zemmour, il y a une confrontation, un débat d'idées. Ce que nous voulons, c'est faire France de tout bois pour tous les défis que nous avons devant nous. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Merci de m'avoir invité. Adrien Quatennens qui déplore donc le buzz.